C'était magnifique. Complètement dans la discussion pour le combat de l'année. Petr Yan contre Figueiredo. Je me suis connecté directement. Je sais même pas quel est le résultat. Petr Yan gagne d'office à la décision. Je sais pas si on lui donne les 5 rounds, mais je voulais rentrer directement dans le podcast pour encore laisser parler les émotions. Et je discute de ce combat et du reste de l'événement juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. On va évidemment commencer par Petr Yan contre Deiveson Figueiredo qui nous ont offert une pépite de combat. Petr Yan clairement en état de flow, clairement. Il a pris les minutes de tous les rounds, ça c'est indiscutable. Figueiredo a eu des moments quasi dans tous les rounds. Il a été dangereux, il est resté dangereux jusqu'à la 5e reprise. Dans la 5e reprise, les deux ont encore été excellents. Il y avait des signes de fatigue, mais il produisait toujours du MMA de qualité. J'essaie de parler round par round de ce dont je me souviens. Donc là, c'est vraiment le récap à chaud de chez à chaud. Premier round, Figueiredo qui commence très fort. Il prend le clinch, très belle amenée au sol avec un inside leg trip. Passage de garde incroyable. Et puis quelque chose d'un peu sneaky pour chercher la prise de dos. Petr Yan qui défend très très bien la prise de dos, qui finit au-dessus. Et même si c'est Figueiredo qui a eu la meilleure position au sol dans ce premier round, c'est de loin Petr Yan qui a produit le plus d'actions offensives et intéressantes dans ce premier round. Il le prend grâce notamment à ce qu'il produit en un peu plus de 2 minutes de contrôle. Deuxième round, à partir de là, on est beaucoup plus debout. On sent un Petr Yan qui prend le rythme. On sent Deiveson Figueiredo qui va plutôt jouer sur sa force de frappe. Et j'ai noté tout ce qui sortait du lot du côté de Petr Yan. Il y a plein. Les middle kicks. Donc là, c'est une des rares fois où j'ai écouté avec le son. Il claquait de dingue ces middle kicks. Petr Yan a dominé en garde ouverte, en garde fermée, que ce soit en gaucher ou en droitier. Il a dominé les 4 dynamiques de combat. Son high kick avant, c'est quelque chose dont on parle souvent sur Fight Minds. C'est pas facile à envoyer. Ceux qui ont cette capacité, ceux qui ont cette souplesse, ajoutez ça à votre arsenal parce que on n'a pas l'habitude de ça. Ça prend un angle bizarre et ça peut vraiment gêner. Ça peut forcer l'adversaire, surtout en garde fermée, à avoir sa main avant qui est fort proche de son visage plutôt que sa main arrière. Donc ça permet de nullifier un peu les jabs. Et franchement, nullifier n'est pas un mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça permet vraiment de rapprocher la main avant de votre adversaire proche de son visage, ce qui permet de voir les jabs venir de plus loin. Ça peut vraiment les annuler, on va dire ça comme ça. Uppercut. Les uppercuts de Petr Yan étaient exceptionnels. Brian, dans notre analyse, dans notre preview, il avait parlé de ces uppercuts et là, il les a vraiment montrés principalement à partir du 3e round. Uppercut arrière, uppercut avant. Il engagé avec ses uppercuts, il les avait en plein milieu de combinaison, il les avait au clinch. C'était très compliqué pour Figgy qui baissait pas mal la tête. Et au moment où Figgy arrêtait de baisser la tête pour défendre ou pour empêcher d'avoir des collisions sur les uppercuts, mais il y a une super belle dualité évidemment entre le uppercut et le cross. Donc Petr Yan avait cette bonne lecture, j'utilise l'uppercut quand la tête se baisse, quand il arrête de baisser sa tête, il y a un direct qui va passer. Il a vraiment eu de très très beaux directs Petr Yan. Le rythme qu'il a mis, la responsabilité défensive, ça c'est moi qui avais souligné pendant la preview. Je trouve que si vous êtes combattant, si vous êtes coach et que vous devez vous inspirer de certains combattants à l'UFC, Petr Yan clairement fait partie de ces combattants dont on peut s'inspirer parce qu'il a un style. Alors oui, il y a des kicks qui sont très difficiles à envoyer. Ces kicks avant dont j'ai parlé, ces spinning wheel kicks. Ce qu'il a envoyé dans le 5e round, le switch flying high kick. Il y a des trucs un peu flashy. Mais si on enlève les trucs flashy, il y a vraiment moyen d'apprendre la simplicité efficace du jeu de Petr Yan, notamment sa responsabilité défensive. Pour quelqu'un de relativement petit pour la division, en tout cas c'est pas un grand de la division, il utilise très très bien j'ai entendu Laura Sanko utiliser le terme long guard, on peut utiliser le stiff arm, donc j'en avais parlé, il a vraiment, bon, il switch de gauche à droitier, mais de manière générale, sa main arrière est collée à son menton, classique boxe anglaise, et sa main avant, elle est mobile, mais très très loin, un peu en stiff arm, et c'est assez compliqué de
de contourner. D'ailleurs, on a vu Figueiredo qui n'a pas réellement trouvé de solution par rapport à cette garde. Et il est à la fois compact, donc il va vraiment beaucoup bloquer, mais il a aussi des bons mouvements de tête, donc il va esquiver de temps en temps. Ça peut lui arriver de chasser, donc il a une bonne variété dans ses systèmes défensifs. Et ça le rend vraiment exceptionnel et très difficile à toucher. Les trips étaient très bons. Il en a raté quelques-uns, mais il en a réussi quelques-uns de très très loin. À la Zabit Magomed Sharipov, juste pour souligner son existence. Franchement, c'était splendide. Son positionnement au clinch était magnifique. Je crois que c'est dans le 4e round où il est au clinch. Il change d'angle, il fait 90 degrés sur sa gauche. Il en fait un coup de genou à partir de là. C'est le genre de détail, on relève pas spécialement, mais il y a une complexité à faire ça. C'est beau, c'est efficace. Ouais, les 2 coups de genou qu'il a envoyés, des coups de genoux avant sauter au clinch, c'est assez rare de voir ça, encore une fois, face à quelqu'un qui baisse beaucoup sa tête. Ça fonctionne assez bien. Les 2 ont montré une sacrée durabilité, un gros mental d'un côté comme de l'autre. Dans le 4e round, on avait l'impression que Figueiredo ne voulait plus être là. Malgré tout, il produit un très beau 5e round. Là, je ne sais pas si je vais avoir les scores le temps que j'ai fait cette intro, les scores officiels. 84 frappes à 38 et 50-45, 50-45, 50-45, ça me semble très très logique. Il a vraiment, il a surclassé Figueiredo qui faisait un très beau run dans cette nouvelle division. Pas de remise en question par rapport à si Figueiredo doit retourner en flyweight. Non, pour moi, il est très bien en bantamweight. Il a juste fait face à un Petr Yan qui était en état de flow. C'était incroyable. Il a déjà fait de très belles performances à l'UFC, mais celle-là était particulièrement magnifique. Je vais pas dire on a retrouvé le Petr Yan, mais Petr Yan a vraiment eu une mauvaise passe dans sa carrière, mais ça reste un combat élite de chez élite de la division, qui est l'une des meilleures divisions et selon moi encore la meilleure division actuelle. Ah, c'est beau. Alors, la complexité de Petr Yan à l'heure actuelle, c'est que le champion est le mec qui l'a le plus dominé. Autant contre Sterling, c'est une split, autant contre Sean O'Malley, c'est une split, autant de Dvalishvili, il a peut-être besoin de prouver encore sur une victoire qu'il mérite ce title shot tant que Dvalishvili est champion. Si c'était pas Dvalishvili champion, si c'était Sean O'Malley, la question se pose même pas. Après cette performance, on lui donne la revanche. Et donc justement, pour la suite, pour Petr Yan, il faut évidemment voir ce qu'on fait de Dvalishvili. Est-ce que Dvalishvili, c'est la revanche contre O'Malley, ou est-ce que Dvalishvili prend Umar Nurmagomedov? Selon moi, Petr Yan doit prendre l'autre. Revanche contre Sean O'Malley, s'il vous plaît, si ça se fait en 5 rounds, c'est un combat qu'on doit voir. On doit le voir. Et si c'est Sean O'Malley qui a sa revanche contre Dvalishvili, je pense que personne ne se plaindrait d'avoir un Umar Nurmagomedov contre Petr Yan. Et s'il vous plaît, si ça se fait en 5 rounds aussi. Quoi qu'il en soit, prochain combat de Petr Yan, ça doit être en 5 rounds. Alors moi, évidemment, à titre privé, je pense pas que le timing soit bon. Mais Petr Yan contre Sandhagen était l'un des plus beaux combats que j'ai pu commenter. Et j'ai envie de revoir cette revanche à un moment. Alors, le timing est peut-être pas bon. Sandhagen est sur une défaite. Petr Yan, là, il est sur un bon run avec 2 belles victoires d'affilée. Voilà, comme je dis, le timing est peut-être pas excellent. J'espère que Sandhagen peut prendre une victoire et qu'on aura encore une fois ces 2 gars-là pendant 25 minutes prévues, en tout cas potentiellement, dans une cage parce que c'est vraiment incroyable. Alors, pour Deiveson Figueiredo, je vais ouvrir l'UFC ranking pour la suite parce que forcément après une performance comme ça, on a aussi envie de le revoir. Mais justement, en fait, Figueiredo contre Sandhagen, ça pourrait être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Ou Song Yadong. Franchement, cette division est incroyable. Ouh, José Aldo. Figueiredo contre José Aldo. Ce serait intéressant ce combat. Bref, cette division est tellement exceptionnelle qu'il y a toutes des options dans tous les sens pour la suite. Alors, reste de la carte. Rapidement parler du co-main event. Les 2 Yan ont gagné ce soir. Donc Yan Xiaonian. J'ai commencé par Tabata Ricci. J'ai pas compris son approche. Je n'ai pas compris son approche. Tu combats contre Yan, qui est l'une des meilleures strikeuses de la division. Toi, tu ne l'es pas. À tous tes combats, ta moyenne, c'est 3 tentatives d'amener au sol par round. Ici, tu en as tenté 3 sur les 15 minutes. Dans le combat, il n'y avait aucune solution en pied-point pour Tabata Ricci, donc j'ai vraiment pas compris son game plan. Et donc,
dans nos podcasts, on aime bien donner un peu des leçons que d'autres personnes peuvent tirer. J'en avais parlé avec Nicolas Hod lors de la dernière interview. L'ego en MMA est très important, mais il faut que ça ne dépasse pas une certaine limite. Donc, il faut un ego qui pousse à, voilà, à avoir confiance en soi, qui pousse à se donner à l'entraînement, qui pousse à croire qu'on est le meilleur ou à savoir qu'on est le meilleur. Mais il faut pas dépasser une limite. Il faut être conscient des forces de son adversaire, de ses limitations pour pouvoir venir avec la bonne stratégie. Et il faut pas venir en mode je suis Tabatarichi et je vais tabasser Yann à son propre jeu. Non, c'était la numéro 3 contre la numéro 10. Tu viens juste pour gagner, c'est suffisant. Il faut pas gagner dans un département particulier. Et donc là, typiquement, alors, je vais remettre du crédit. D'abord, je sais que c'est un peu décousu. D'abord, remettre un peu de crédit sur Yann. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle n'a pas fait plus. C'est satisfaisant. Elle est venue, elle était face à quelqu'un qui n'avait aucune option face à elle. Elle a donc pas pris de risque. Elle a pris sa victoire. Elle a fait son combat. Elle domine en termes de statistiques, c'est énorme. C'est 78 frappes à 15. Ouais, on doit appeler ça masterclass, c'est pas le bon mot, mais voilà, quand on voit ces statistiques-là, en fait, voilà, elle était en place. Elle n'a pas été mise en difficulté. Elle a touché sans se faire toucher largement. Elle a largement dominé. Elle a touché sur les 3 niveaux. Elle a appliqué un genre de mur de distance. Donc, Tabata Ricci, plus petite qu'elle, elle s'est dit, bah, tu vas pas rentrer dans mon mur. Mon mur, c'est ma distance de jab. Dès que tu essayes de rentrer plus proche que ma distance de jab, bah, tu vas prendre des frappes. Et à ce niveau-là, elle a été top, Yann. Elle a juste pas fait ce petit truc en plus. Et comme son intention était de demander la revanche contre Weili Zhang, je vous avoue que dans ce genre de combat, je m'attendais à ce qu'elle fasse le petit plus. Elle était tellement à l'aise qu'elle aurait pu prendre ce risque. Maintenant, je mets une astérisque parce que ça va faire le lien aussi avec le combat de Kang Wang. Si tu es bien dans un combat et que tu manques à un moment de lucidité, ça reste du MMA, tu peux te faire éteindre derrière. Donc, chapeau à Yann, qui reste lucide, qui reste concentré. Maintenant, quand tu prends cette approche de victoire avant la performance, tu dois aussi t'attendre que derrière, tu n'as pas la meilleure opportunité possible. Donc, selon moi, cette performance est très très belle, bien jouée, mais c'est pas un argument solide pour aller chercher la championne et ta revanche contre la championne. Elle peut l'avoir, franchement, je ne serais pas surpris qu'elle l'ait, mais voilà, quand tu es numéro 2 et que tu affrontes la numéro 10 et que tu te contentes de la satisfaction, il y a un petit manque. Et du côté de... Voilà, et donc, maintenant que j'ai remis un peu de crédit sur ce qu'a fait Yann, donc satisfaction, ça reste positif, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Du côté de Ricci, est-ce que c'était une mauvaise stratégie ou est-ce qu'elle est rentrée dans le combat en pensant qu'elle allait pouvoir casser cette distance plus facilement et obtenir des amenés au sol plus facilement et qu'au final, elle s'est rendue compte d'une certaine distance imposée par Yann et d'une percussion dans ses frappes qui l'a rendue plus hésitante à rentrer. Et dans ce cas-là, ben voilà, elle avait peut-être les bonnes intentions et puis le fil du combat a fait que. Mais je reste quand même sur 3 questions. Donc, pourquoi aucune pression? Ricci n'a pas cherché à mettre la pression. Quand tu es plus petit et que tu dois lutter, ou même que tu veux boxer, on va en parler pour Ozdemir contre Hulberg, tu dois mettre la pression. Elle l'a pas vraiment fait. Pourquoi elle a été si peu active dans la recherche de takedown, alors que c'était ça son chemin vers la victoire? Je me pose la question. Et pourquoi elle reset à chaque fois qu'elle se fait toucher? À chaque fois qu'elle se fait toucher, elle reset. Et donc, en fait, à chaque fois qu'elle veut rentrer dans une distance où elle a une opportunité offensive, elle se fait toucher, elle reset. Alors, je sais que quand tu te fais toucher, bah, tu as tendance à vouloir sortir de la zone de danger. Mais quitte à te faire toucher, autant avoir une opportunité offensive derrière. Là, elle se faisait toucher et puis elle se remettait à une distance où elle avait aucune opportunité. Donc, c'est assez particulier. Donc, ce combat-là, bah, il n'est pas intéressant à aller revoir. Par contre, il y a des leçons intéressantes pour tous les combattants de se mettre à la place de Ricci et de se dire, OK, si je suis dans un combat comme ça va être méga frustrant pour moi. Donc, voici mes 3 options que je dois absolument faire. C'est mettre la pression à tout prix, lutter à tout prix, quitte à devoir chaîner et me fatiguer, ou accepter de prendre des frappes pour pouvoir en remettre derrière. Mais quand tu finis un combat avec 15 frappes qui touchent contre 78 qui te touchent, bah, il y a clairement un problème quelque part. Et encore une fois, j'ai envie de remettre du crédit à Yann, mais j'ai pas l'impression que c'était non plus sa plus belle performance de sa vie. Juste avant ça, Salikov, c'est ouf quand même. Le mec a 40 balais. 40 balais chez les welterweight. C'est pas chez les heavyweight. Il nous sort un KO de l'espace sur un spinning wheel kick, mais tellement propre, la souplesse, la manière dont il envoie sa jambe. Techniquement, c'est propre. C'est même pas qu'il donne une impulsion
et que c'est grâce à l'impulsion que la jambe elle va toucher. C'est vraiment, il y a un petit mouvement de jambe qui montre un vrai contrôle de corps qui est incroyable. Après 1 minute de combat, il envoie ce spinning au corps, ce qui fait que plus tard dans le combat, il y a le même trigger visuel. Song l'a ramassé au corps, donc en dernière seconde, il baisse le bras parce que justement la façon dont la jambe est envoyée de Salikov, ça peut donner l'impression que ça revient vers le corps. Et on voit vraiment à la dernière fraction de seconde, Song qui descend la main et ça vient toucher juste au-dessus. C'est d'une beauté, c'est incroyable. Et donc, comme je le disais, Salikov, après 1 minute de combat, il envoie ce spinning au corps. Et on voit que pendant le reste du combat, il cherche cette ouverture sur le côté droit de Song, de côté. Donc il cherche le crochet avant 3 fois. Il cherche le spinning back fist. Et finalement, il l'obtient sur un spinning wheel kick qui est juste sublime. Franchement, c'est incroyable de se dire qu'il a 40 ans, il gagne par KO sur spinning wheel kick. C'est le 15e à l'UFC et il en a 2. Parmi les 15 qu'on a vu à l'UFC, des KO sur cette technique, il en a 2. Franchement, beau. J'ai sauté de mon siège, c'était abusé. Alors, Wang contre Fernandez. Wang était archi en confiance. Les front kicks très bons. Le travail au corps très bon. La gestion de la distance très bonne. Le cadrage excellent. La gestion du rythme magnifique. Le choix des techniques parfait. Fernandez, chapeau. Elle reste concentrée. C'est un combat très compliqué pour elle. Elle était ultra underdog. Mais on voyait qu'elle avait compris ce qu'elle devait faire dans ce combat. Elle perdait les minutes, elle perdait les moments, elle pouvait jouer que sur des gros moments. Et on l'a vu, elle n'a pas été très active offensivement. Je vais aller regarder les stats pour m'assurer que je suis pas en train de dire une bêtise, mais ouais, c'est ça. Donc Wang Kong, je me suis pas trompé sur son nom, mes excuses. Wang Kong, elle touche 46 fois sur 111 frappes envoyées. Du côté de Fernandez, elle touche 18 fois, dont sa séquence de finish. Donc avant ça, il n'y a pas beaucoup de frappes qui ont touché sur 59 envoyées. Donc elle envoie 2 fois moins que son adversaire, grosso modo. Mais ce qu'elle envoie, c'était vraiment dans ce truc de dire, ok, il faut que ça touche. Et si ça touche, il faut que ça me donne une porte ouverte vers le finish. Et donc là, clairement, le direct au corps, on voit la garde qui se baisse. La fin du direct, le high kick qui sort, ça touche sur un moment assez bizarre. Et c'est là où j'ai peut-être envie de revenir. J'ai l'impression que la chinoise était tellement bien dans ce combat qu'elle a eu une petite perte de lucidité parce que autant Fernandez, ce qu'elle fait, c'est très très bien, autant quand on regarde au ralenti, Wang prend le high kick alors qu'elle est en train de, je sais pas, accélérer sur un truc et baisser la garde en même temps et donc elle prend le high kick plein pot. Donc ça s'est bien goupillé pour Fernandez, bien joué de sa part. Elle prend le high kick et puis Fernandez, elle vient finir derrière avec un cross knockdown et puis elle vient d'abord prendre l'étranglement et puis les crochets. C'est risqué de faire ça parce que si tu prends d'abord l'étranglement, que t'as pas les crochets, ton adversaire peut changer d'angle, sortir les hanches et défendre juste comme ça. Mais quand t'as sonné ton adversaire avant et que c'est pas une grappleuse de haut niveau de base, tu peux vraiment te permettre de d'abord aller sécuriser l'étranglement, puis chercher les crochets, puis finaliser l'étranglement. Et donc pour ça, Fernandez, ça montre aussi une certaine haute expérience parce que si elle est allée au sol pour d'abord chercher les crochets, puis chercher à passer le bras en dessous, peut-être que l'instinct de Wang lui aurait permis de survivre à ça. Alors que là, elle est venue directement attaquer la nuque, puis les crochets, et cet ordre-là a perturbé Wang et elle a obtenu le finish. Franchement, très beau de Fernandez parce qu'elle était ultra underdog. Alors, dernier combat que j'ai vraiment regardé. Donc, je vous avoue que là, on a des invités à la maison, donc je regardais juste les combats qui m'intéressaient le plus. Ça me permet de vous demander en commentaire de me dire quels sont les autres combats qu'il faut absolument regarder. Hulberg contre Zemir. J'ai adoré. Je peux entendre, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce combat. J'ai vraiment adoré. Il y avait un bon rythme et il y avait des stratégies complémentaires. Ce que j'entends par stratégie complémentaire, c'est Ozdemir était légèrement plus petit. Sa force à Ozdemir, c'est le boxing range et même le boxing range serré. Donc c'est pas le boxing range, c'est jab et ouais, il a des bons directs, mais c'est plus ses uppercuts et ses crochets. Donc il avait besoin de casser cette distance. Pour casser cette distance, il avait la bonne approche. Mettre la pression, mettre Hulberg sur le pied arrière pour pouvoir casser cette distance, rentrer au boxing range. De l'autre côté, Hulberg, assez léger sur ses appuis, très gênant avec son jab, qui a travaillé vraiment derrière son jab, j'aime pas utiliser le terme caché derrière son jab parce qu'il a été actif avec celui-ci, mais vraiment, il a empêché Ozdemir d'avoir des opportunités de casser la distance en le punissant à chaque fois que Ozdemir voulait casser cette distance avec son jab. Et au moment où Ozdemir parvenait à casser cette distance,
ben, la plupart du temps, Hulberg n'avait pas peur de rester dans la poche, échanger, sortir. Et ces sorties, elles étaient vraiment magnifiques en termes de footwork. Hulberg a fait du bon taf. Quand il était vraiment acculé à la cage, petit pivot, reprendre le centre, avoir de l'espace pour travailler derrière lui. Et l'espace qu'il avait, ben, ça lui prenait chaque fois, je sais pas, 20-30 secondes pour se retrouver vraiment dos à la cage. Et sur les 20-30 secondes, ben, c'est lui qui marquait ses points, Et il frappe assez dur avec des frappes qui sont pas supposées être dures. Ozdemir y a cru jusqu'au bout. À un moment, il a tenté de lutter. À un moment, il a eu la bonne idée de commencer à travailler sur ses low kicks. Donc, on a vu des ajustements qui étaient intéressants de part et d'autre. Et franchement, c'est un combat relativement serré que moi, j'ai vraiment particulièrement apprécié sur l'aspect stratégie, implémentation des stratégies. C'était actif. Techniquement, c'était pas mal du tout. Je sais même pas si je dois rajouter pour cette division. C'est vrai que quand on voit Petr Yan contre Deiveson Figueiredo et puis qu'on voit ça, on se dit il faut peut-être rajouter la précision pour cette division. Mais vraiment, j'ai apprécié le combat. J'ai apprécié ce qui a été produit. C'était fun. Franchement, c'était fun. Hulberg pour la suite. Donc là, il était quoi? C'était 8 contre 10, un truc comme ça. Light heavyweight, ouais, c'est ça, 8 contre 10. Ben, Hulberg contre Khalil Rountree, ça peut être sympa. Ou contre Rakic. Blachowicz, je sais pas ce qu'il devient. Ça peut être sympa aussi. D'ailleurs, je pourrais aller voir s'il n'y a pas des modifications dans le ranking Fight Minds. Je fais une toute petite pause par rapport à ça. Et puis, je vais parler des highlights que j'ai vus. Donc, j'ai pas vu les combats en entier derrière. Non, j'ai pas encore l'update des rankings. Ça viendra prochainement. Et donc sur le reste, oui, il y a le combat d'ouverture, j'ai vu le finish. En même temps, c'est après 2 minutes 25, donc on va dire que j'ai vu le combat. Ming Yang, j'ai vraiment bien aimé. Le coude avant en contre, ça fonctionne très bien sur quelqu'un qui essaye de rush et qui casse la distance en venant de très loin. C'est une des rares techniques en MMA qu'on peut considérer comme low risk, high reward. Donc il y a très peu de risques parce que tu as presque l'impression que c'est une technique défensive, mais avec une option offensive qui fonctionne bien. Donc c'est presque, tu viens de protéger en garde croisée, un peu à la Dustin Poirier. Sauf que c'est au moment où l'autre rentre et au lieu de juste faire ça, tu avances vers lui, ça met un coup de coude. Franchement propre, c'est quelque chose qui, selon moi, est sous-utilisé en MMA parce que c'est une très bonne garde. Ça peut bien fonctionner, ça te rend assez compact. Si tu as quelqu'un face à toi qui travaille pas beaucoup sur les body shots, tu peux vraiment, vraiment l'utiliser. Et en plus de ça, ben là, on vient d'avoir la preuve que ça peut avoir une option offensive très intéressante qui mène à un KO. Donc ça, c'est superbe. Et alors, l'autre KO que j'ai vu, le high kick là, Shi Ming, beaucoup plus petite que son adversaire. Son adversaire qui vient boxer. Et tellement il y avait une différence de taille, la distance de boxe de son adversaire, c'est la distance de kick de Shi Ming. Et donc ça, c'est intéressant. Ceux et celles qui sont souples au point de pouvoir envoyer des kicks à une distance de boxe, bah, ça passe bien. Parce qu'en fait, ta distance de boxe, bah, ta vue sur les jambes est complètement limitée. Déjà, quand tu es plus grand, tu vois moins bien les jambes de ton adversaire. Mais en plus, quand tu te rapproches pour venir, je pense qu'elle venait pour rentrer sur le 1, 2, 3, mais t'as pas une vue du tout sur les jambes de l'adversaire. Donc là, le high kick qui sort, en plus, c'est caché par un direct. Oh, j'ai vu qu'elle était directement transportée à l'hôpital. J'espère qu'elle va bien. Faut pas oublier que, évidemment, on doit remettre ça au cœur des discussions. Donc j'espère que son adversaire va bien. Mais en tout cas, ce KO est absolument splendide. Donc on a vraiment un potentiel fight of the year dans le main event. Et là, ce KO-là, il doit faire partie de la discussion on a eu 2 KO en fait. Celui de Salikov et celui de Shi Ming rentrent dans la discussion du KO de l'année. Hein. Ça, c'est sûr. Donc très bel événement dans l'ensemble. J'ai aussi vu un KO sur une belle combinaison là chez les flyweights. Comment il s'appelle? Dong-Hoon Choi. C'est un beau KO. Son adversaire fait n'importe quoi. Quand tu rentres dans la poche et que tu te fais toucher par un overhand, soit tu sors de la poche, soit tu restes dans la poche en t'assurant de protéger ça. Et forcément, quand tu es dans la poche et que tu touches avec ton overhand, renvoie-le. Donc là, il y a d'un côté quelqu'un qui a bien fait les choses, l'autre côté quelqu'un qui a mal fait les choses, et ça a donné un très beau KO. Quand on le voit au ralenti, il est splendide aussi. Donc moi, je suis très satisfait de la soirée, de l'après-midi, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt sur Fight Minds. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao.